Merci beaucoup, Didier Jourdan. Merci beaucoup, Didier. Et merci pour cette occasion d'avoir déjà pu travailler sur le sujet pour préparer cette journée. Je crois que c'était beaucoup de moments forts pour chaque participant. Donc, merci aux organisateurs, que ce soit à vous, Didier, ou aux deux Benjamin, si je puis m'exprimer ainsi, voilà, ici présents. Remercier pour ces moments de partage de cette journée et, comme l'a dit Sarah Chaput, de ces conversations prolongées. Donc, c'est un sujet, on voit, qui est novateur dans son approche parce que c'est une approche tout à fait nouvelle, mais qui a quelque part toujours existé dans sa diversité, ce qui est rassurant. Et puis, bravo, parce qu'une professionnelle étudiante, que nous sommes tous d'ailleurs, eh bien, est là pour modérer et pour, je ne vais pas dire accompagner, mais diriger les choses. Alors, pourquoi c'est un défi pour tous les acteurs? Tout d'abord parce que un constat, si vous le voulez bien, qui mérite d'être largement complété. Parce qu'il y a une crise des communs, et ça, c'est un sujet qui paraît tout à fait majeur, avec le repli sur soi, peut-être augmenté par le Covid ou d'autres craintes, le consumérisme, la perte de sens, et puis, ce qu'Hartmut Rosa a dit, c'est l'accélération. C'est-à-dire qu'il faut aller tout le temps très vite et changer tout le temps. Parce que pour tous les acteurs, et c'est non seulement ces crises, mais c'est aussi les inégalités qui sont multiples, plurielles, diverses, individuelles, collectives, sociales, territoriales, sanitaires. Donc là, les communautés de destin, elles sont où? Une question de la crédibilité de la science avec les climato-sceptiques et autres, et qui se développe, et avec la puissance des réseaux sociaux, la compréhension même. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une étude très intéressante conduite par le Collège de France qui disait, mais beaucoup ne connaissent pas ou méconnaissent le sens des mots. Donc, chacun a sa compréhension. Et puis, dernier aspect, comme constat de ce monde complexe à l'Edgar Morin, c'est avoir une vision globale, holistique, mais aussi d'extrême proximité. Alors, pour les acteurs décideurs, les acteurs de terrain, ce n'est pas forcément facile. Et par contre, alors quelque chose de formidable, c'est l'engagement de tous. Ça, c'est merveilleux, avec des visions très différentes et souvent, très souvent, respectant les points de vue. Et ça, c'est deux aspects qui peuvent être sous. Donc, dans ces défis pour tous les acteurs, que peut-on dire? Eh bien, moi, ce qu'il me semble, ce que j'ai vécu et ce que nous avons vécu en discutant avec les uns et les autres, c'est comment reconstruire ou construire une mythologie partagée. On n'est pas très loin de mythes fondateurs, quels qu'ils soient de par le monde, avec un objectif qui est de créer une réelle communauté de destin. Alors que l'Anthropocène, on nous dit, on est dans l'Anthropocène, on y est depuis 1784, ça a corrigé. Mais maintenant, l'Anthropocène, il est sérieux, il change vraiment le monde, avec une empreinte humaine extrêmement forte, et puis également une influence anthropique également, et de plus en plus importante avec la pollution, l'urbanisation, le réchauffement climatique. Et donc, les objectifs communs, puisqu'on parle toujours des communs, pour faire agir au jour le jour, c'est bâtir une culture citoyenne commune et V-E-C-U-E, vécue dans la pratique quotidienne par tous. Qui dit vivre les choses, ça veut dire une reconstruction conviviale à la Illich, avec une exemplarité des acteurs. C'est faire ce que je fais et pas faire ce que je dis. C'est donc bien sûr, si on a parlé de l'accélération de Rosa, c'est aussi la résonance, et la résonance autour du monde. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on ne part pas de rien. Alors, on ne part pas de rien, pourquoi? Parce qu'on a tous ceux qui nous donnent le sens, ce sont les institutions internationales. Donc, je me tourne vers vous et je crois que c'est tout à fait fondamental qu'il y ait ces institutions parce qu'elles créent le vrai commun. Il y a les collectivités territoriales, toujours très impliquées, les services de l'État, les établissements d'enseignement supérieur, tous les établissements, les associations. Et puis, un absent qu'on devrait aussi citer, ce sont l'entreprise privée qui est souvent motrice. Alors, deux points peut-être, un sur l'enseignement supérieur et un sur l'éducation, sans aborder le sujet de l'éducation, mais uniquement des acteurs autour de ces thèmes. Sachant que l'éducation, elle est portée par de nombreux ministères,
ça je ne vexerai pas mes collègues. Il y a l'éducation nationale, il y a l'enseignement supérieur, la transition écologique, il y a l'agriculture, non seulement avec ces lycées, il y a la mer, il y a la fonction publique, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement dense, extrêmement riche, avec plus qu'une pluralité, une myriade, une constellation. Alors, ce défi pour tous les acteurs, en prenant le supérieur, ce sont des défis pour eux déjà affichés depuis longtemps à l'échelon international, national, régional et autres. En effet, ces acteurs, ce sont tous ces établissements qui relèvent de tous les ministères. J'ai pris que la France, parce qu'autrement, c'est trop compliqué, mais je ne suis pas réductrice, absolument pas réductrice. Mes propos sont volontairement sérieux. Des instituts de recherche, les écoles vétérinaires, le HESP, donc les hautes écoles de santé publique, l'ANSES, l'IRD, les secteurs privés, les étudiants et plus largement tous les apprenants que nous sommes et les différentes agences européennes, etc. La recherche, donc ça a été dit, je veux dire très bien dit, mais ça c'est un clin d'œil, intersectorielle, interdisciplinaire, multisectorielle, elle convoque toutes les sciences, donc jamais oublier une science. On est vraiment dans des sciences ouvertes, des sciences participatives, des sciences sociales, des sciences cognitives ou toutes les sciences autrefois qualifiées de dures. Et avec des objectifs, donc des formes de coopération qui sont extrêmement variables et qui doivent s'adapter à la volonté de chacun. Et c'est toute la difficulté des acteurs, c'est de s'adapter. Un projet, une chaire, une alliance et parfois un destin partagé avec des fusions d'établissements. Les formations, alors après la recherche et la formation, c'est la sensibilisation lourde dans ces établissements à la capacité d'expertise, une capacité d'expertise qui peut être extrêmement pointue. Et dans ces formations, bien évidemment, je n'oublierai pas les INSPE, les instituts supérieurs nationaux de formation des enseignants, et bien au-delà. Et là, c'est un clin d'œil à Didier, s'il me le permet. Et puis le CNFPT, parce qu'on a travaillé ensemble, c'était super. Alors, il y a des avancées qui sont aussi très importantes avec des écoles universitaires de recherche, ce qu'on appelle les EUR, mais aussi l'Université européenne pour une santé globale qui existe depuis 2021 à l'initiative de la Commission européenne, ça s'appelle EGLO, santé globale, biomédecine, sciences de la vie, sciences sociales et le lien avec le bien-être. Et je rejoins tout à fait vos propos, Esriba, si vous me le permettez, parce que c'est un point tout à fait majeur. Défi pour tous les acteurs, donc du supérieur, mais aussi de l'éducation. Pourquoi? Parce que quand on parle éducation, on parle éducation formelle, informelle, temps scolaire, extrascolaire. C'est le temps de la vie d'enfant. D'ailleurs, il y a un colloque en dessous sur la petite enfance, je crois. L'association, les parents, les élèves, mais tous les habitants du village global. Et n'exclure personne, avec des défis permanents. Là aussi, si on fait un peu d'analyse historique, on regarde les travaux, cohérence, symbiose, articulation, continuité autour des valeurs. Alors, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est du XVIIIe siècle, à l'école, sur la santé. C'est par l'approche santé qu'il y a eu des développements importants, semble-t-il, parce que les enfants issus de CSP dites favorisés, leurs parents leur portaient une très grande attention, et de ce fait, ça a permis une approche globale de l'école sur ce sujet. Deuxième point, un manuel du primaire de 1899 parlait déjà de la santé, parlait déjà, entre guillemets, du fait de laisser faire les enfants, de sortir, d'aller faire des herbiers en les laissant choisir. Tout ça pour une approche santé. Et en laissant choisir l'enfant. Donc, on n'était pas dans de l'injonctif et du descendant. Alors, les outils, les moyens, ils sont nombreux. On peut y réfléchir. Beaucoup parlent de l'institution éducative et non scolaire, c'est un loupé de ma part, qui succédera à l'école. C'est l'ouvrage de Bernard Delvaux qui est repris partout, je ne vais pas dire repris, mais tout le monde s'accorde sur le fait de dire que l'école, dans sa forme traditionnelle, a vécu. Il faut de nouvelles formes scolaires avec des projets de territoire, d'écoles, d'établissements, des programmes qui peuvent être différents. Aux États-Unis, c'est le K-12, par exemple. Et donc, réfléchir à des écosystèmes de transition. C'est ce que l'on voit. Partout, on peut voir une seule santé sortir, en associant tous les acteurs à part égale. Il n'y a pas un dominant et des dominés. C'est vraiment quelque chose de large.
Et peut-être en propos, non pas de conclusion, mais en propos, je crois que ceci rejoint tout à fait la qualité de vie et les conditions de travail, que c'est absolument essentiel pour à la fois les personnels de l'éducation, les personnels des associations, les personnels des collectivités. Ça rejoint le sujet du bien-être des enfants et du bien-être de la planète. Et donc, vraiment, merci de ces moments de partage. Et je reprendrai eh bien, la conclusion de Frédéric Worm, le directeur de l'ENS, que chacun connaît, sur Une seule santé. Il a choisi One Love de Bob Marley.